Bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre de notre plateau TV. Donc sur Planète Semence, on va parler d'élevage, on va aussi parler d'environnement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Doreau. Bonjour. Il faut que vous preniez un micro, il faut le tenir bien près. Il est allumé, tout fonctionne. Allez-y. Bonjour. Voilà, merci. Alors vous êtes directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, c'est bien ça? Oui, oui. Et puis juste à côté de vous se trouve Éric Fabre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur bio, est-ce que c'est important d'être bio ou pas par rapport à la problématique qu'on va traiter? On aura l'occasion d'en reparler. Philippe Gratadou, bonjour. Bonjour. Alors vous êt responsable de semences de Jouffret de Rio, Oui, donc on va parler sélection avec vous. Et puis pour commencer, pour poser le problème, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Degère, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes rédactrice en chef de Campagne Environnement, le journal qu'il faut lire si on veut savoir à la fois le côté agricole et le côté environnement. Okay. Alors, quels sont un peu l'enjeu en fait de cette question sur est-ce que l'herbe peut nous sauver du réchauffement climatique? Alors effectivement, le réchauffement climatique, tout le monde a parfaitement conscience de l'enjeu que ça représente. Et les agriculteurs, sans doute davantage que beaucoup d'autres, parce qu'ils sont en première ligne. Changements climatiques sont des changements de pratique et d'adaptation dans leur culture, quelle qu'elle soit. Et ils sont aussi en première ligne parce qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. Ils représentent 18% des gaz émis au niveau national. Bon, c'était 20% il y a peu, 8% pour l'élevage, 8% pour les céréales et 2% autres. Donc être en première ligne, ça veut dire être directement concerné effectivement. J'ai envie de commencer avec vous, Michel Doreau, comme chercheur, peut-être pour donner un peu une vision assez global. L'objectif de 2 degrés de réchauffement climatique est avancé. Est-ce qu'il vous paraît encore réaliste ou pas? Oui, en fait, les différents scénarios pour l'avenir sont parfois beaucoup plus inquiétants et on va jusqu'à 6 degrés de plus d'ici l'an 2100. Alors pour arriver, mettons à l'échéance 2050 à 2 degrés, c'est possible, mais il faut vraiment faire des efforts, que tous les secteurs de l'économie fassent des efforts. Et au niveau de l'agriculture, je dirais, il faut quand même qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises, parce qu'on a quelques idées sur la manière de diminuer les gaz à effet de serre, mais quand ces idées, par exemple, coûtent un petit peu d'argent, eh bien c'est difficile de les faire passer en pratique. Alors, justement, par rapport à la pratique, donnez-nous quelques pistes, malgré tout, de ce qu'il est possible de faire et de ce qui est déjà fait en la matière. Comment l'herbe peut concrètement contribuer à limiter le réchauffement climatique? Eh bien, l'un des principaux atouts de l'herbe, et en particulier de la prairie permanente, c'est qu'elle peut stocker du carbone. Et donc, le carbone qui est stocké dans le sol, c'est des gaz à effet de serre émis en moins. Et là, le potentiel de stockage de carbone est important. Et c'est quelque chose qu'on a redécouvert récemment. Parce que autrefois, on avait des techniques qui ne permettaient pas de mesurer correctement le stockage du carbone. Maintenant, on sait que c'est important, mais malheureusement, c'est très variable. Ce qui fait que, par exemple, la FAO, qui comptabilise les émissions mondiales liées à l'agriculture, ne comptabilise pas encore le stockage de carbone parce qu'elle ne sait pas trop quel chiffre prendre. Et même dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, c'est pas comptabilisé parce que c'est tellement variable. C'est prévu dans l'avenir, c'est pas encore prévu maintenant. Quelque part, c'est un côté positif. Ça veut dire que la contribution positive de l'agriculture va être davantage reconnue. Ah oui, elle sera reconnue et il y a une compensation partielle des gaz émis. Et d'une manière très concrète, vous, en tant qu'éleveur, avez-vous conscience de contribuer au stockage du carbone dans vos prairies? Et parlez-nous un peu de votre exploitation aussi pour démarrer. Voilà, donc tout d'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc, Éric Fabre, je suis éleveur de vaches salaires. Mon exploitation mesure 135 hectares. C'est 130 hectares d'herbe, et 131 hectares d'herbe et 4 hectares de céréales. Donc, chez moi, voilà, ici, on est pour parler de l'herbe. Chez moi, il n'y a quasiment que de l'herbe. Et mes animaux ne mangent que de ça à longueur d'année. Voilà. Donc, pour la contribution... pour ce que vient de dire monsieur, l'herbe capte pour 75% du méthane émis par les vaches. Donc ce qui, je pense, pour stocker le carbone dans le sol. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? On parle beaucoup de méthanisation, par exemple. Est-ce quelque chose à laquelle vous réfléchissez sur votre exploitation? Pas pour le moment, mais par contre sur la communauté de communes, il va y avoir 2 ateliers de méthanisation dont les travaux ont commencé, où les agriculteurs vont pouvoir apporter leurs effluents d'élevage et récupérer
le compost après méthanisation. Voilà. Ce sont des pistes significatives d'amélioration, monsieur Dereau? Oui, la méthanisation, c'est une piste intéressante. Il y a un risque dans les zones de grande culture, c'est qu'on se mette à méthaniser des céréales entières, ce qui fait que ça fait finalement des céréales en moins pour les animaux ou pour l'homme. Mais en zone herbagère, je crois que le principal problème, c'est que le rendement de méthane n'est pas très très fort avec des bouses, et que ça serait bien d'avoir par exemple des déchets d'alimentation, de collectivités, enfin de cantines scolaires par exemple, pour améliorer le rendement des fermenteurs. Philippe Ratadou, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui le réchauffement climatique, ça fait partie des critères qui sont intégrés au niveau de la sélection? Oui, alors effectivement, au niveau du réchauffement climatique, c'est des choses qui sont prises en compte déjà depuis plusieurs années, puisque en fait, au niveau de l'éleveur, on fournit aujourd'hui une grande diversité d'espèces en France, dont beaucoup sont très bien adaptées au sec. Je pense en particulier à la luzerne, qui est capable de résister à des conditions très difficiles. Donc on a une grande panoplie d'espèces qui sont sélectionnées en France, un des premiers pays sélectionneurs sur ces espèces fourragères. Et à l'intérieur de chaque espèce, on travaille aussi à sélectionner des variétés qui présentent une bonne adaptation à la fois aux conditions climatiques, mais au stress, en particulier stress au sec, à la sécheresse, et aussi de plus en plus, on voit que, bien sûr, dans le paysage, il y a des prairies permanentes, mais la prairie temporaire semée de longue durée est largement utilisée par les éleveurs, et en particulier au travers de mélanges d'espèces qui sont aussi un maillon de sécurité, parce qu'on a une diversité végétale qui permet de résister quels que soient les aléas, et même on parle de résilience, c'est-à-dire de revenir à l'état initial en conditions de stress. Ça, c'est une aptitude des mélanges fourragers, à condition qu'on sélectionne des variétés qui sont adaptées à être utilisées en mélange. Mais là, vous parlez de capacité à s'adapter au changement climatique, mais est-ce que vous sélectionnez aussi des variétés d'herbes, par exemple, qui ont une capacité à mieux fixer le CO2, ou c'est lié à la biomasse? Alors, c'est lié avant tout à la production, puisque vous le savez, au travers de la photosynthèse, on a des espèces aujourd'hui qui captent bien sûr plus de CO2. On a des espèces aussi, il ne faut pas l'oublier, qui fabriquent de l'azote pour elles-mêmes, en particulier les légumineuses. Bon, c'est une autre affaire, mais ceci dit, il faut le savoir, c'est un élément important. En ce qui concerne le carbone, plus on fait de biomasse, aujourd'hui notamment avec les variétés qui sont sélectionnées en fétuque élevé ou dactyle, on a des productions de matière sèche très très importantes. Catherine. Est-ce que dans la pratique, Eric Favre, vous utilisez effectivement ces mélanges de variétés et vous prenez en compte ce que chaque variété peut apporter? Donc chez moi, c'est en grande partie des prairies naturelles. Donc les prairies naturelles, elles ont résisté jusqu'à aujourd'hui par sélection justement naturelle. Donc chez nous, c'est quand même une zone de montagne. Donc ce sont de l'herbe qui s'est sélectionnée, qui résiste au froid. Est-ce qu'à l'avenir, naturellement, elles vont résister aussi à la chaleur? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut constater chez nous, c'est que depuis quelques années, depuis surtout la grande sécheresse de 2003, nos prairies, même naturelles, commencent à... On a toujours 2 semaines dans l'été ou le printemps où nos vaches n'ont plus à manger d'herbe dehors, donc qui craignent aussi la sécheresse. Donc ce que je fais chez moi, depuis 4 ans, j'ai semé justement, ce que disait le semencier, de la luzerne qui résiste plus facilement à la sécheresse, et pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Et aussi par autonomie fourragère. Alors, quand vous parlez effectivement de l'herbe, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut toujours mettre en avant l'herbe. Mais est-ce que le maïs, il faut le rejeter pour autant? Ou est-ce qu'avec des systèmes bien conduits, on peut avoir aussi un impact climatique limité? Le maïs, quand il est donné sous forme d'ensilage, au niveau du méthane, il produit un petit peu moins de méthane que, par exemple, l'ensilage d'herbe, mais il a d'autres inconvénients au niveau d'autres impacts environnementaux, parce qu'on parle que du réchauffement
du réchauffement climatique, mais il y a également la production d'énergie, la consommation d'énergie sur exploitation, les risques d'eutrophisation. Les risques d'eutrophisation seraient, et ce n'est pas démontré, un petit peu plus fort avec le maïs. Ceci dit, il faut jeter l'anathème sur aucun système de production. Enfin, les études qu'on mène montrent que chaque système de production peut être amélioré et dans chaque région, il y a un système de production qui est plus adapté. Donc, je pense qu'il y a des grosses améliorations à venir et même pour des éleveurs qui ont apparemment les mêmes systèmes et les mêmes pratiques. Il y a des petits détails qui font qu'ils seront plus ou moins bons au niveau environnemental. Est-ce que vous avez l'impression les uns et les autres que cette thématique changement climatique rentre aujourd'hui soit dans les décisions de sélection, soit dans les décisions d'amélioration des prairies et comment? Enfin, c'est aussi intéressant de savoir de quelle manière. Si, chez moi, donc sur l'élevage, depuis quelques années, on est en train de changer un petit peu notre façon de constituer les stocks pour l'hiver. Par exemple, le printemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on faisait quasiment tout déprimer. Déprimer, ça veut dire que dès la sortie à l'herbe, les vaches passaient quasiment dans toutes les parcelles, y compris celles où on constituait les stocks. Aujourd'hui, on ne le fait plus, on garde 20 à 30% de la surface sans déprimer. Pour pouvoir récolter, au lieu de récolter vers le 20 juin, on récolte maintenant plutôt vers fin mai, pour pouvoir essayer de faire une deuxième coupe pour justement pallier à ce déficit d'herbe. Donc on est en train de changer notre système de travailler. Philippe Cratadou. Oui, en fait, les pratiques évoluent sans cesse au niveau des éleveurs. On voit aujourd'hui, il y a des solutions pour éviter les aléas climatiques. Ça, c'est de la stratégie, par exemple, avec des espèces qui poussent en hiver, automne, et qui sont capables de donner au printemps très précocement des fortes productions. Je pense aujourd'hui au mélange de céréales avec des légumineuses ou des protéagineux. C'est récolté très tôt, avant les situations de sec. On a aussi de la tactique, les années où on a des conditions particulièrement difficiles. En été, on peut faire des dérobées fourragères à l'automne qui sont rapides en production. On peut exploiter plus tôt l'herbe. En fait, on a soit un développement de stratégies adaptées à cette évolution dans le temps, soit des pratiques de tactiques qui sont fonction des résultats de l'année, des conditions de l'année. Mais il y a suffisamment de solutions au niveau des éleveurs aujourd'hui pour continuer à faire des productions de matière sèche. J'aurais un mot sur le maïs. N'opposons jamais le maïs à l'herbe. Le maïs, c'est une source d'énergie, c'est une récolte dans l'année. Et l'herbe, eh bien, c'est une source de protéines quand on a des légumineuses et c'est aussi une source de fibres. Donc c'est très complémentaire. Et en fait, on ne compense pas du maïs par de l'herbe et inversement, c'est pas possible. Donc les deux sont utilisables. Tout à fait complémentaire. Monsieur Doro, j'ai une question. On parle beaucoup dans les pays tropicaux de la forêt pour capter le CO2. On a l'impression que sous nos latitudes, c'est un peu la prairie qui est notre forêt en termes de prise de carbone. Chez nous aussi, la forêt capte du carbone. Et pour la forêt, c'est essentiellement la biomasse aérienne qui est très, très importante. Et puisque vous parlez de pays tropicaux, il y a quelque chose on a beaucoup parlé de la déforestation de l'Amazonie. Et il y a les premières études qui montrent qu'en Amazonie, quand il y a de l'herbe qui a remplacé la forêt pendant 20 à 30 ans, le stock de carbone dans le sol est à peu près identique à ce qu'il était au moment où il y avait de la forêt. D'accord. Une toute dernière question, Catherine ? Dernière question, non, j'ai envie de souligner simplement que le métier d'agriculteur et d'éleveur, on parle d'herbe, mais c'est quelque chose d'extrêmement pointu, qui mérite beaucoup de réflexion et qui a beaucoup d'atouts du côté de la génétique. Donc pas une question à proprement parler. D'accord. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il ne faut pas opposer effectivement maïs et autres cultures et qu'il y a, par des meilleures pratiques, la possibilité d'aller de l'avant. Il faut peut-être laisser le temps d'y aller, mais c'est vrai qu'on a quand même un chronomètre qui tourne par rapport au réchauffement climatique et aux enjeux qui ont été soulignés au départ. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur le plateau. On se retrouve dans quelques instants avec une émission avec Eric Orsena. À tout de suite.